Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne qui aura pour objectif de décrypter un petit peu l'actualité d'un point de vue juridique et de vous apporter des réponses aux questions de droit que vous pouvez vous poser dans la vie de tous les jours. Pour ma première vidéo, j'ai décidé d'aborder l'affaire Pierre Palmade, dont vous avez certainement entendu parler puisque les médias la mentionnent énormément ces derniers jours. Je vais rapidement vous résumer les faits. Donc en fait, Pierre Palmade était sous l'emprise de cocaïne et il se trouvait dans sa voiture accompagné de deux personnes. Lorsqu'il a percuté une autre voiture qui arrivait en face, il l'a percutée de plein fouet et les trois personnes qui se trouvaient dans la voiture d'en face, du coup, sont gravement blessées. Il y avait donc le conducteur de 40 ans, son fils de 6 ans et la sœur du conducteur de 27 ans qui était enceinte d'un enfant de 6 mois et elle a perdu son enfant lors de l'impact. Euh, Sachant que les deux personnes qui accompagnaient Pierre Palmade ont dans un premier temps étaient en fuite, mais ils ont été appréhendés par la suite. Avant de me lancer dans le vif du sujet, je souhaitais quand même faire un léger rappel sur le principe de la présomption d'innocence. Je vous mettrai en barre d'informations si ça vous intéresse les textes fondateurs de ce principe qui est vraiment un principe extrêmement important en droit pénal. C'est un principe en fait qui signifie que toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par une juridiction compétente. Il faut faire très attention parce que ce principe a toujours vocation à s'appliquer du coup pendant toute la procédure d'instruction et par la suite jusqu'à ce qu'une juridiction du coup se prononce. Et malheureusement, quand des faits tels que ces faits font l'objet d'une grande couverture médiatique, il arrive très souvent que le principe de la présomption d'innocence soit mis à mal. Il ne faudrait pas que ce principe devienne un principe totalement fictif, donc il faut rester prudent lorsqu'on parle de faits dont l'enquête est encore en cours. Ensuite, concernant ce que je voulais évoquer avec vous en particulier concernant cette affaire, en fait, c'est par rapport à l'infraction qui pourra éventuellement être reprochée du coup à Pierre Palmade, l'infraction sur le fondement de laquelle il pourra être poursuivi. Donc il y a bien sûr eu des violences involontaires, mais c'est surtout sur l'homicide involontaire que je voulais revenir avec vous, concernant l'enfant qui a été donc... l'enfant qui a été perdu par sa mère du coup suite à cet impact. Donc par rapport à l'homicide involontaire, en premier lieu, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est défini par le fait de causer la mort d'autrui sans en avoir l'intention. Et il faut le distinguer des homicides volontaires tels que le meurtre et l'assassinat. Donc l'homicide involontaire, en cas d'homicide involontaire, vous encourez une peine de 5 ans d'emprisonnement. Et lorsqu'il y a des circonstances aggravantes, comme c'est le cas en l'espèce, puisque, on l'a dit, donc Pierre Palmade était sous l'emprise de cocaïne, la peine maximum encourue est de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Donc voilà, sachant que pour des violences, la peine maximum est de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Donc on est quand même en présence d'une peine plus importante. Et surtout, c'est une infraction qui aura vocation à s'appliquer du coup pour l'enfant à naître et non pas par rapport à la mère. Il faut savoir qu'en droit pénal, les fautes sont quand même fondées, même les fautes involontaires sont quand même fondées sur une part de volonté, puisqu'on considère qu'elles découlent toujours d'une maladresse, d'une imprudence, d'une inattention ou d'une négligence. Donc c'est pour ça que la personne doit être poursuivie et sanctionnée. La question de droit qui se pose dans ce contexte-là, et qui, vous allez le voir, a été posée déjà par de nombreuses juridictions auparavant, c'est de savoir si l'infraction d'homicide involontaire peut être applicable à un enfant à naître, c'est-à-dire à une personne qui n'est pas encore née, et donc à une personne qui ne dispose pas de la personnalité juridique, puisque celle-ci s'obtient à la naissance. Donc en fait, la question c'est de savoir si le terme autrui, qui est utilisé dans la loi, peut être appliqué à une personne qui n'a pas la personnalité juridique. Je vais vous faire un bref rappel de la saga jurisprudentielle qui a eu lieu par rapport à cette question, puisque je trouve que ça présente un intérêt du point de vue du droit. Vous allez voir que c'est pas toujours simple d'apporter des réponses à ce genre de problématiques, même pour la jurisprudence. Donc on a tout d'abord un arrêt de 99, qui était très attendu, puisque en fait cette question faisait l'objet de réponses
différentes en fait selon les juridictions. Chaque tribunal apportait la réponse qu'il pensait la meilleure, et finalement il n'y avait pas de consensus entre les tribunaux par rapport à cette question. La Cour de cassation décide que, dans cet arrêt, elle décide que l'infraction d'homicide involontaire n'est pas applicable à l'enfant à naître. C'est une jurisprudence qui a été critiquée et qui n'a pas modifié l'état du droit puisque les tribunaux ont continué de l'appliquer. S'en est suivi du coup un arrêt d'assemblée plénière. Alors l'assemblée plénière, c'est quand la Cour de cassation réunit des membres de toutes ces chambres pour pouvoir vraiment trancher une question qui fait débat et apporter une décision tranchée et définitive. C'est une formation solennelle de la Cour de cassation. L'assemblée plénière en 2001 a eu à connaître de faits assez similaires aux nôtres, donc c'était également un accident de la route. Et elle a confirmé la solution de 99 en disant, voilà, le terme autrui ne peut pas inclure l'enfant à naître, donc pas d'infraction d'homicide involontaire dans ce cas-là. Et elle justifie sa décision par deux principes extrêmement importants également en droit pénal, qui sont le principe d'interprétation stricte de la loi pénale et le principe de l'égalité des délits et des peines. Ces deux principes sont intimement liés, et en fait, ils signifient que, tout d'abord, vous ne pouvez pas être poursuivi sur le fondement de faits qui ne sont pas répréhendés par une loi. Donc en fait, ça a vocation tout simplement à éviter, si vous voulez, les arrestations arbitraires. Il faut vraiment que tous les faits poursuivis soient prévus dans une loi. Et le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre une loi existante et finalement l'utiliser pour sanctionner des faits qui ne sont pas exactement textuellement prévus par cette loi. Donc sur le fondement de ces deux principes, la Cour considère que, en l'espèce, l'homicide involontaire ne peut pas être appliqué. Suite à ça, le débat est clos et l'état du droit est fixé. Mais il va y avoir un nouvel arrêt qui va apporter un critère supplémentaire en fait pour décider de l'application ou non d'homicide involontaire dans ce cas précis. Donc c'est un arrêt de 2003 qui concernait également un accident de la route. Et la distinction qui est instaurée par la Cour est que si l'enfant naît vivant et qu'il meurt quelques minutes ou quelques heures plus tard, eh bien on va pouvoir appliquer l'infraction d'homicide involontaire puisqu'on va considérer qu'il a obtenu la personnalité juridique à sa naissance. En revanche, s'il est mort-né, on ne pourra jamais lui appliquer cette infraction. C'est un critère, on va y revenir, qui est assez critiquable, puisque je pense que vous êtes d'accord avec moi, il est fondé quand même sur des considérations assez aléatoires et assez artificielles. Mais c'est l'état du droit en France à ce jour, et il a d'ailleurs même été confirmé par un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de 2004. Donc la Cour européenne des droits de l'homme, rapidement, c'est une cour vers laquelle vous pouvez vous tourner en dernier recours si vous n'avez pas obtenu gain de cause devant les juridictions étatiques, donc tribunaux de première instance, cour d'appel et cour de cassation. Lorsque vous formez un recours contre la Cour européenne des droits de l'homme, en vérité, vous allez en quelque sorte assigner votre état. Et donc il va y avoir un procès en fait entre vous et l'État duquel vous êtes originaire et qui n'a pas respecté vos droits. Donc là c'était une dame qui s'appelait Madame Vaux et c'était donc Madame Vaux contre France. Madame Vaux c'est la personne qu'on a vue dans le premier arrêt de 99 et en fait elle avait été confondue par son médecin qui avait cru qu'elle venait pour une interruption, pour un retrait de son stérilet alors qu'en fait elle venait justement pour vérifier sa grossesse. Suite à ça elle a perdu son enfant et donc elle a demandé à la Cour européenne des droits de l'homme qu'en vertu du droit à la vie, on applique donc l'homicide involontaire aux médecins. La Cour européenne des droits de l'homme ne s'est pas vraiment prononcée, elle a décidé de se retrancher derrière la marge d'appréciation qu'il était laissée aux États en fait, pour appliquer le droit. Donc des fois la Cour européenne des droits de l'homme en fait explique aux États comment elle doit appliquer les dispositions. Mais là, en l'occurrence, elle a décidé de laisser une marge de manœuvre à la France en considérant que la France pouvait tout à fait exclure l'enfant à naître pour l'homicide involontaire. Donc j'imagine que sur un plan complètement humain, ça a dû être très compliqué pour Madame Vaux.
parce que voilà, quand on arrive devant la CEDH, en fait, on n'a plus de recours possible et donc on se retrouve un petit peu, on a l'impression, je pense, d'être un petit peu délaissé par son état lorsque finalement il n'y a pas eu de réponse pénale qui a été apportée à cet acte. Parce qu'en fait, ce que je vous disais, c'est que effectivement, oui, les violences qui sont involontaires et qui ont été, du coup, qui ont eu lieu dans ce genre d'accident, évidemment, vont être sanctionnées sur le fondement d'infractions de violences involontaires. Mais par rapport à la perte du fœtus, en fait, on n'aura pas d'infraction spécifique puisque l'infraction d'homicide involontaire est exclue. On aura une indemnisation sur le plan civil, donc la mère évidemment sera indemnisée de son préjudice physique, moral et de la perte de chance de mener sa grossesse à terme. Mais il n'y aura pas de réponse pénale, il n'y aura pas de sanction pénale en fait, pour les faits précis qui concernent la perte de cet enfant. Donc très très difficile à expliquer à des familles, très difficile à expliquer aux victimes en fait, surtout lorsqu'on tient compte du critère que je vous ai évoqué avant, qui est totalement hasardeux. Donc je vais conclure cette vidéo en vous exposant des arguments en faveur de cette décision et ensuite on reviendra sur les arguments en défaveur. Puis à la fin, je vous proposerai quelques solutions qui ont été déjà évoquées pour pouvoir essayer de contourner cette décision et d'apporter une réponse pénale à ces faits. Donc par rapport aux arguments en faveur de la décision retenue, on a bien sûr le principe d'interprétation stricte de la loi pénale que j'ai déjà cité avant, et on a aussi la cohérence du droit. Puisque vous le savez, on a bien sûr le droit à l'IVG, qui est un droit qui a été très souvent remis en cause, qui a été très discuté pour ses incidences philosophiques, politiques et sociales, et c'est un droit qu'on n'a pas forcément envie, encore une fois, de remettre en cause, puisque c'est un droit très important dans une société démocratique. Donc en fait, on a du mal à légiférer sur cette question, aussi parce qu'on est en présence d'un droit, en l'occurrence, qui est un sujet assez sensible. Et on ne souhaite pas donner des arguments aux personnes qui voudraient le remettre encore une fois en cause. Donc ça, c'est très important à prendre en compte pour pouvoir essayer de penser à une solution de protection de l'enfant à naître. Ensuite, concernant les arguments à l'encontre de cette décision, déjà, c'est une décision qui est très choquante moralement. Je trouve personnellement, moi, quand je l'ai appris à la fac, c'est vraiment une décision qui m'avait très perturbée et je l'ai jamais oubliée. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo quand j'ai vu l'effet de l'arrêt Pierre Palmade, enfin, l'effet de l'affaire Pierre Palmade, tout simplement. En effet, l'enfant, alors certes, il n'est pas encore né, mais pour ses parents, en fait, il est bien réel, il existe et en plus de ça, la loi pénale a quand même pour objectif, si ce n'est pas son objectif principal, c'est en tout cas un de ses objectifs, c'est d'assurer la protection des victimes et de faire en sorte qu'elles ne se laissent pas, qu'elles ne se sentent pas délaissées en fait par le droit. Donc là, malheureusement, cet objectif n'est pas du tout rempli avec ce genre de décision. Ensuite, encore une fois, l'argument que je vous ai, enfin le critère que je vous ai évoqué tout à l'heure concernant l'enfant vivant ou mort-né est très aléatoire et surtout il a un effet pervers puisqu'il va en quelque sorte revenir à sanctionner moins gravement des faits qui sont plus violents en réalité, puisque si l'enfant naît vivant, c'est probablement parce que l'accident a été moins violent que si l'enfant est mort-né. Et pourtant, dans ce cas-là, on va pouvoir appliquer l'homicide involontaire, alors qu'à l'inverse, s'il est mort-né, on ne pourra pas. Donc on voit bien que ce critère qui est purement juridique, en fait, est basé sur l'acquisition de la personnalité juridique, dans les faits, ne fait pas vraiment sens. Ensuite, on a un autre argument à l'encontre de cette décision, en faveur de cette décision, c'est qu'en fait, l'IVG et la protection pénale de l'enfant à naître ne sont pas forcément contradictoires, puisque justement, si on permet à la mère de choisir en fait de ne pas garder cet enfant, on devrait également la protéger lorsqu'elle choisit de le garder, et donc garantir un espèce de droit à effectuer la grossesse. Ensuite, par rapport à l'interprétation stricte de la loi pénale, on peut également, je pense, contourner cet argument en disant que le terme autrui peut tout à fait englober l'être humain de manière générale et pas seulement les êtres qui disposent d'ores et déjà de la personnalité juridique.
Donc une fois qu'on a pris en compte tous ces arguments, on peut envisager quelques solutions, tout en restant assez, comment dire, prudent, puisque vous allez voir que chacune des solutions a des avantages et des inconvénients. Donc première solution, on pourrait créer une infraction spécifique d'atteinte involontaire à la vie de l'enfant à naître. Mais encore une fois, il ne faudrait pas que ça rentre en conflit avec l'IVG. Et surtout, il ne faudrait pas que cette infraction puisse s'appliquer à la mère, en fait. Parce que si la mère, par exemple, elle perd son enfant malheureusement parce qu'elle a fait... elle est maladroitement tombée ou je ne sais quoi, eh bien il ne faudrait pas que quelqu'un puisse la poursuivre en vertu de cette infraction-là, puisque du coup ça créerait un paradoxe qui est que la personne, la mère qui décide de procéder à une interruption de grossesse de manière volontaire ne serait pas sanctionnée, tandis que celle qui malheureusement perd son enfant par maladresse pourrait être poursuivie. Donc ça serait une situation très paradoxale qu'il faudrait vraiment éviter. C'est pourquoi moi je penche plutôt pour la deuxième solution, qui est la protection pénale de la femme enceinte. Donc en fait, ça serait créer une infraction spécifique de protection de la femme enceinte qui pourrait inclure plusieurs composantes et donc notamment des violences ayant entraîné la perte de l'enfant à naître sans le vouloir. Donc ça permettrait en fait de faire coexister, je pense, cette protection avec l'IVG, puisque cette protection-là, en fait, elle serait basée sur la volonté de la mère de garder son enfant. Et donc, ça serait très important de tenir compte de la volonté de la mère, comme on en tient compte en fait pour l'IVG, puisqu'on dit que la femme a le droit de disposer de son corps. Donc là, pareil, elle bénéficierait d'une protection qui serait basée sur sa volonté. Encore une fois, il faudrait faire très attention à la rédaction du texte pour qu'il n'entre pas en conflit avec d'autres infractions et des droits existants. Je voulais simplement conclure cette vidéo en vous parlant d'un cas qui a eu lieu devant le tribunal correctionnel de Tarbes en 2014, où en fait c'était, je crois, également un automobiliste qui était poursuivi et lui, en fait, donc on lui a appliqué l'infraction d'homicide involontaire et il a délibérément refusé d'invoquer la jurisprudence que je vous ai citée tout à l'heure pour justement que cette infraction ne lui soit pas applicable, puisqu'en l'espèce l'enfant était mort-né et donc il aurait très bien pu se défendre sur ce fondement-là, mais il n'a pas voulu l'invoquer parce que déjà il culpabilisait énormément. Ensuite, il voulait permettre aux victimes de faire leur deuil. Et lui aussi, ça lui permettait en fait d'aller de l'avant. Donc ça permet, je trouve, d'illustrer à quel point en fait cette décision, cette jurisprudence, elle n'est pas adaptée puisque même les personnes poursuivies des fois refusent de s'en prévaloir. Donc ça prouve voilà, qu'il est nécessaire peut-être de réfléchir en tout cas à des axes pour améliorer la décision, la solution qui prévaut actuellement. Et j'aimerais avoir votre avis sur cette question, sur les solutions que j'ai proposées. Est-ce que vous pensez qu'elles sont potentiellement viables? Est-ce que vous avez d'autres idées pour légiférer sur cette question? Et voilà, et de manière générale, votre retour sur ce point. Merci beaucoup.